Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième conférence donc, de la journée digitale de la relation client. Avant d'accueillir nos conférenciers, un petit pitch technique. N'hésitez pas à utiliser l'onglet Converser, à me dire si vous m'entendez bien, vous me voyez bien. Vous avez également un petit bouton bleu qui est de base sur conférencier. Vous pouvez le faire basculer de conférencier à tous les participants, comme ça tout le monde pourra échanger et voir ce que vous commentez. Et vous avez également l'onglet questions et réponses. Donc, vous pouvez poser vos questions. Comme ça, les conférenciers pourront y répondre soit au fil de l'eau, soit à la fin de la conférence et bien faire le tri. Je vais demander du coup à Alexandra de venir me rejoindre et tous les conférenciers. Alexandra va pouvoir prendre la main pour les slides. Et je vous souhaite donc une bonne conférence. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Bonjour Nathalie et bonjour à tous nos auditeurs. Bienvenue pour cette troisième édition des journées digitales de la relation client. Je vais prendre quelques secondes pour vous dire que durant toute la journée, vous avez accès à des conférences hyper intéressantes sur différentes thématiques qui sont liées à la relation client. C'est des conférences qu'on a durement travaillées avec les partenaires de l'événement qui sont donc Axialis, Easyware, Coaldesk, Talk, Smart Tribune, Opal Consulting et Mediatek CX. Il doit y avoir un micro qui il y a un problème avec le micro de quelqu'un. Vous m'entendez? Oui. Oui, on t'entend. Oui, mais on entend surtout un très gros bruit autour. Ah, d'accord. Alors, je vais continuer. Donc, notre objectif, c'est de vous proposer un contenu riche avec des interventions de personnalités inspirantes. Et pour cette deuxième conférence de la journée digitale de la relation client, on aborde un thème on ne peut plus d'actualité, la relation client à l'ère post-Covid. Et pour ce faire, on a l'immense plaisir avec Jérémy de Smart Tribune de recevoir nos clients DPD France et Fuel Market. Bonjour. Bonjour à tous. Ravi d'être là aujourd'hui avec toi Alexandra et avec donc nos deux intervenants Nathalie Namias et Arnaud Leroux, respectivement directrice de la relation client de DPD France et CMO de Fuel Market. Peut-être Nathalie et Arnaud, je laisse vous présenter votre entreprise en quelques mots. L'entreprise, même si elles sont très connues, bien sûr, mais en trois petits mots. Oui, rapidement, DPD France fait partie du groupe donc Géopost, La Poste, et on a le même logo que Chronopost, qui a donc en bleu, et que Colissimo en orange. Donc nous, on est rouge. Et voilà, donc on livre des colis tous les jours, et j'espère que vous en avez bientôt qui arrivent. Et donc, merci Nathalie. Oui, moi, Fuel Market appartient au groupe Total, c'est une filiale du groupe Total, et nous sommes pure player de la distribution online de fuel, mais aussi de bois dans tous ces états. Et nous avons une troisième activité d'accompagnement à la transition énergétique au travers d'un troisième site. Donc voilà, on a une équipe de 35 personnes dans le groupe Total qui gérons 3 sites B2C avec tous les aspects de e-commerce que cela induit. Merci beaucoup à tous les deux. Alexandra, je te laisse te présenter et parler en quelques mots de Axialis. Oui, très rapidement. Donc, Alexandra Blin, je suis directrice marketing et commerciale chez Axialis. Et Axialis, pour faire simple, c'est un opérateur télécom et un éditeur de logiciels qui édite une solution de téléphonie pour la relation client. À toi, Jérémy. Et donc, merci. Et donc, moi-même, Jérémy Galmard, je suis président et cofondateur de Smart Tribune. Smart Tribune, c'est un éditeur de solutions de self-care. Et donc, on travaille sur tout ce qui est mise en place FAQ et chatbot, entre autres. Parfait. Merci beaucoup. Sans plus tarder, donc, je vous propose de commencer, et ce sera avec une question peut-être un peu plus pour Nathalie. Donc, ce format, on l'a imaginé un peu en format table ronde, donc on vient aborder des grands thèmes, et Nathalie et Arnaud vont nous donner leur point de vue, leur vision et partager leur expérience. La première thématique qu'on a souhaité aborder, c'est donc pendant la crise de la Covid, en particulier l'année dernière et une bonne partie de cette année, l'activité de livraison, ça a été une activité qui a été dite essentielle en France. Et c'est un secteur dans lequel la relation client est primordiale et où les acteurs de la livraison ont l'habitude de traiter avec des imprévus. Nathalie, on pense aux grèves, à la neige, voilà, toutes ces choses qui chamboulent un peu tous tes plannings.
comment ça s'est passé pour DPD et comment ça a affecté l'organisation, cette crise? Ça s'est passé fort, très fort. Alors, effectivement, j'imagine que tout le monde a commencé à se dire qu'il fallait rester à la maison, effectivement, stay home, et que il fallait se faire livrer. Donc, tout le monde a effectivement pu faire du e-commerce et aller acheter probablement des choses qu'ils n'avaient jamais achetées. Donc, et de prendre confiance en fait à cette notion d'acheter en fait sur Internet. Donc, merci. Bon, par contre, ça c'est le côté positif. D'un autre côté, en fait, on a eu notre cher président qui nous a dit restez à la maison aussi et pas nous. Voilà. Donc, c'était un peu voilà. C'est ça. On a entendu parler d'entreprises sur le front. C'est ça. Et alors, essentiel à la nation, c'était ce qu'on avait dit, mais je trouvais que c'était en fait, super important de se dire que tout d'un coup, on disait à tout le monde de rester chez soi pour se protéger et que finalement, le livreur allait être un des contacts privilégiés en fait et un des rares contacts finalement humains qu'on allait pouvoir avoir, comme par exemple avec la caissière. Donc, il a fallu d'abord rassurer toutes nos équipes et construire en fait tout ce qui est gestes barrières très rapidement avec tout ce qui a pu se passer tout au début. Mais encore une fois, on nous a dit restez chez vous et il a fallu expliquer à tous ces livreurs, à toutes les personnes des services clients, à toutes les personnes du service administratif et commercial qu'il fallait venir au travail. Donc ça, c'était un premier cheminement et donc c'est beaucoup d'accompagnement humain et de rassurer et de donner les moyens de pouvoir livrer, par exemple, en sans contact, ce qui n'était pas tout à fait prévu chez nous. Mais voilà, c'est le genre de choses qui, effectivement, a bousculé nos organisations et de rassurer. Donc, c'est très humain, mais aussi techniquement, de sortir des choses en 15 jours parce qu'effectivement, il fallait livrer sans contact. Voilà, donc l'organisation a été effectivement assez bousculée, mais je trouve encore une fois que dans tout cela, on a pu sortir des choses très rapidement et on a pu, en fait, encore une fois, accompagner l'humain des destinataires, de ceux qui attendaient des colis et de leur expliquer qu'il y avait des nouvelles façons de se faire livrer, que tout était possible, de conserver ce contact humain. Et de l'autre côté aussi, avec toutes nos équipes, de les rassurer, de leur donner un environnement qui soit serein pour venir travailler. Et finalement, en fait, ça s'est passé assez rapidement. Il y a eu un tel engagement et de se sentir vraiment important dans un espèce de quotidien qui était un peu très bousculé. Voilà. Ça marche. Merci beaucoup. Merci. Merci Nathalie. Tu as parlé justement du fait que on a été tous amenés à acheter des choses qu'on n'avait pas l'habitude d'acheter sur Internet. On voit, il y a une étude de McKinsey qui dit que cette crise a accéléré d'environ 7 ans la digitalisation des offres en Europe. Et donc, c'est une vraie rupture pour les entreprises en matière de digitalisation. Arnaud, de ton côté, comment as-tu vu l'impact du Covid sur le comportement des consommateurs de Fuel Market notamment? De Fuel Market, ouais, comme la plupart des consommateurs tout court, on a vécu quelque chose que l'on appelle dans les biais cognitifs, qui sont c'est un peu mon sujet de prédilection. Donc désolé si j'y reviens de temps en temps, mais on a vécu quelque chose qu'on appelle l'effet Black Swan. L'effet Black Swan, ça dit que quand on peut vivre subitement une crise sur quelque chose qui était de l'ordre de l'imprévisible, voire de l'impossible, et que quand elle arrive, en fait, elle change parce qu'elle était impossible dans l'esprit et dans le cerveau des consommateurs, elle change en fait les comportements. Je ne sais pas si vous aussi, mais je vais prendre ma voix en triple exemplaire. Ça va pour vous? Je disais donc les comportements changent parce que quelque chose qui était de l'ordre de l'impossible devient possible et arrive. Et c'est ce qui s'est passé l'année dernière. Si on avait dit il y a 1 an et 4 mois que massivement, même sur la planète, on allait rester chez nous, en tout cas même à notre humble niveau en France, qu'on allait rester chez nous, ne plus pouvoir sortir, sauf 1 heure pour courir de temps en temps dans la rue. En fait, les gens auraient dit non, c'est pas possible. Et c'est arrivé. Ce qu'on appelle l'effet Black Swan. Et donc les comportements des consommateurs, que ce soit de Fuel Market comme les consommateurs
en général, ont naturellement changé puisqu'ils ont dû se tourner vers d'autres formes d'interaction, de commandes. Ils se sont onlineisés parce qu'ils étaient obligés de devenir des consommateurs, des consumérisateurs online. Donc nous, notre activité, c'est une activité qui est online à l'intérieur du groupe Total. Donc naturellement, on avait déjà capté un certain nombre de consommateurs online qui sont donc des personnes qui commandent de l'énergie sur Internet. Sauf que là, d'un seul coup, tout le monde d'un seul coup se dit mais attendez, comment je vais faire pour aller chercher de l'essence et en même temps, comment je vais faire pour me faire livrer mon fioul ou mon bois? Et donc, on a découvert des nouveaux utilisateurs, on a capté énormément de nouveaux clients qui sont venus sur notre site Internet. Alors, à partir du 13 mars, vous avez une courbe qui est juste phénoménale avec des millions de visites d'un coup sur notre site Internet. Et l'effet Black Swan a généré des nouveaux comportements online de consommation d'énergie au travers de nos sites qui, eux, existaient déjà. Donc, nous, on n'a pas inventé un business model, on n'a pas inventé ce business au moment de la crise. C'est juste que massivement, en fait, des consommateurs sont venus vers nous. Mais quand massivement des consommateurs viennent vers vous, ça change quand même des choses. Et comme nous, au même moment, on vivait ce que Nathalie vient de décrire parfaitement, c'est-à-dire nous-mêmes, nous étions disruptés par cette crise et nous étions dans une situation où on était en télétravail et où tout ce qui était impossible en termes de façon de travailler le devenait obligatoire. Il fallait gérer à la fois cette nouvelle façon de travailler. Nous, on travaille au traitement de 3 sites Internet, 3 sites Internet. D'un seul coup, il fallait le faire de chez nous, en même temps qu'on avait des millions de personnes qui venaient nous voir d'un coup et qui commandaient chez nous d'un coup. Donc voilà, c'était 2 situations conjuguées qui ont fait de ce momentum un moment incroyable, riche, fort, avec des hauts et des bas, des complexités, beaucoup d'apprentissage aussi au travers de ce qui s'est passé. Merci Arnaud. Du coup, en fait, ce qu'on voit au travers de vos deux discours, c'est que les comportements d'achat sont impactés, les comportements du consommateur sont impactés. Tu as parlé, Arnaud, de biais cognitifs. On sait que la crise sanitaire, elle a impacté les organisations, les équipes, forcément aussi les outils. Passer cette crise, puisque là, on amorce quand même une sortie de crise, on va être un peu plus optimiste ce matin, mais passer cette crise, quels vont être les grands enjeux de vos 2 organisations? Est-ce que vous pensez qu'on va vers le tout digital ou au contraire, est-ce que c'est le moment de renforcer les interactions humaines? Arnaud, quelle est ta vision sur ce sujet? Arnaud a... Je crois que ça... Arnaud, peut-être un petit souci. Je ne sais plus si tu... on va passer la question le temps qu'Arnaud nous rejoigne. Je crois que... les aléas du digital, c'est aussi les aléas des réseaux. De la connexion. Ouais. Mais bon, ça, c'est les choses. Vous voyez, typiquement, il y a 1 an, j'aurais été tout rouge, mal, je serais parti en courant, j'aurais été crié dans l'immeuble entier en disant qui utilise trop de Wi-Fi. Voilà, aujourd'hui, on se reconnecte, on est blasé. Habitué. C'est ça, mais c'est aussi des bons aspects qui font que il y a des choses qu'on prend d'une manière différente. J'avais entendu une question au tout dernier moment pour moi, mes excuses. Les enjeux, tu parles de tout humain. Alors là-dessus, moi, mon avis, il sera toujours le même. C'est-à-dire, pour moi, on n'ira jamais vers le tout humain dans un monde qui est de plus en plus digitalisé. Je veux dire, c'est à contre-courant. Ah, mince. Je crois que de nouveau un petit souci. Un petit souci. Donc, on n'ira pas vers le tout humain, mais peut-être pas du coup vers le tout digital non plus. Non plus. Par contre, il a frisé sur une image très classe quand même. Vous voyez un peu théâtral. Très théâtral, c'est très classe. J'adore. Tout à fait, Arnaud. Il faudrait lui prendre une photo de ce qui vient de cette image très belle. Quelqu'un peut le faire. Après. Je vais peut-être reprendre la main, mais effectivement, alors pour moi, le sujet, il est effectivement, je n'ai pas de boule de cristal, mais je pense que c'est quand même assez compliqué de faire du tout digital et ne serait-ce que sur nos outils aujourd'hui. Si on n'avait qu'un chatbot et qu'on n'a pas aucune FAQ ou que du téléphone, ça ne pourrait pas marcher. En fait, il faut mélanger tout parce que d'abord, il y a plusieurs usages.
sur les outils. Donc, il y a plusieurs usages avec les humains aussi, en fait. En fait, ces outils, on les met en place pour les humains qui les utilisent, donc nous. Et nous, on a besoin d'un peu de tout. On a besoin de téléphoner, on a besoin de se voir. Au début, on faisait des conf calls sans se mettre en vidéo. Et puis finalement, on s'est tous mis à la vidéo parce qu'on voulait se voir. Voilà, on est à distance, mais ça n'empêche pas de voir les gestes, les mots, ou de se voir faire friser comme ça, comme Arnaud. Mais voilà, donc je ne suis pas sûre qu'il y ait une vraie réponse à ça. Je pense qu'il faut s'écouter, il faut écouter surtout ses équipes. Et puis, il y a un certain nombre de projets qui sont quand même compliqués à faire quand on est tous à distance. Donc, il faut continuer de s'écouter, continuer de mélanger, comme on le fait pour nos clients, il faut le faire pour nous, de mélanger effectivement le digital et l'humain. Et puis, il y a un moment, rien ne remplace de se voir, de se parler, de prendre un verre. Voilà, vive la France, quoi. Non. Du côté de Smart Tribune, nous, on parle justement de symbiose entre la technologie et l'humain. L'idée que la technologie doit aider l'humain et justement de vraiment capter cette information et créer des expériences hyper intéressantes qui vont mélanger les deux parties. Arnaud, tu as pu revenir. Ouais, écoutez, en fait, il y a des travaux avec Orange dans mon patelin. Donc, je viens de passer en filaire. J'aurais dû le faire avant. Ça va être mieux. Toutes mes excuses. Mais non, aucun souci. Voilà, comme tu l'as dit, c'est les aléas désormais de l'augmentation de la digitalisation. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Je sais pas où ça s'est arrêté tout à l'heure, mais je sais pas où ça s'est arrêté, mais non. Mais je disais quand ça a coupé, je disais pour moi en tout cas, on n'ira ni vers le tout humain, en fait, ni vers le tout digital, c'est pas possible. Et parce que je pense même que ce qu'on vient de vivre pendant un an a forcé certains rapports au digital et que ça va s'ancrer en fait. Et on parlait des biais cognitifs, de l'effet Black Swan, il y a un truc qu'on appelle l'ancrage mental. Et il y a des choses qui vont s'ancrer en fait naturellement chez les consommateurs, qui vont amener des nouvelles potentialités de relations clients par le digital. Mais plus on va avancer dans ce monde-là, je suis persuadé, et plus on va remettre en avant en fait les fondamentaux de la relation humaine. Et on le voit au travers de notre relation actuellement, on voit qu'il y a de plus en plus d'utilisation de canaux digitaux et en même temps, il y a de plus en plus de besoins de relations humaines, y compris nous, dans nos équipes, nous à titre personnel, nous en tant que collaborateurs salariés d'une entreprise. Donc voilà, je pense qu'on va passer sur un modèle qui sera très hybride. Merci beaucoup Arnaud. Alors peut-être juste avant de passer à la question suivante qu'on souhaite vous adresser, il y a une question dans le chat qui vous est adressée, Nathalie et Arnaud. Comment avez-vous géré le volume supplémentaire de demandes? Une question de Magali Chausson. Et du coup, commencer. D'abord, on a recruté. On a beaucoup recruté. Enfin, on a quasiment doublé nos effectifs. Pas quasiment, mais entre mars et décembre, puisqu'il y a effectivement aussi le pic de décembre avec tout ce qui s'est passé à fin octobre, qui a relancé en fait, et Noël bien entendu. Donc, on a beaucoup recruté. Et puis, effectivement, on a lancé typiquement le chatbot avec le chat live toujours. On parlait de symbiose. Les hommes et les outils, c'est pareil, hein, encore une fois. Donc, on a beaucoup recruté. Et puis, surtout, on a essayé d'alimenter de plus en plus tout ce qui était déjà disponible sur le site pour donner de l'information et de plus d'informations, encore une fois, sur ces actes de livraison, comment je récupère mon colis, comment je donne, si je dois faire des réserves, est-ce que c'est normal que je vois un colis dans un ascenseur et pas le livreur, des choses comme ça qui vont du tout vous arriver. Donc, voilà, je pense, on n'a rien inventé, encore une fois, on a mis du monde, on a mis de l'information, on a communiqué le plus possible, on a été très, très, très proactif, on a essayé de rassurer et nos clients et bien sûr, nos salariés, quoi, en fait, c'est l'essentiel. Je sais pas.
Merci Nathalie. Et nous, en fait, pour être franc, alors, on n'a pas recruté à ce moment-là pour gérer cette demande supplémentaire. En gros, on a constaté que notre site était capable de supporter la charge et nous, derrière, on était capable de supporter l'apport comme ça massif de nouveaux clients. Donc ça, c'était bon. Par contre, il fallait énormément d'éléments de réassurance, il fallait énormément communiquer et donner de l'information. Donc ça, on a augmenté le rythme, en fait, on va dire, des mises à jour que l'on faisait sur nos différents moyens de communication. On a augmenté le rythme aussi des échanges que l'on avait avec nos clients, parce que plus de nouveaux clients ou plus de leads, plus de prospects égale plus de discussions. Mais après, nous, derrière, on avait une dépendance surtout avec l'aspect livraison que nous ne gérons pas. Nous, on gère les sites Internet qui, eux, derrière, vont permettre de livrer de l'énergie. Et donc, on avait une dépendance très forte avec ces moyens de livraison. Et c'était ça aussi qu'il fallait gérer. C'était une gestion interne presque des capacités de livraison que nous avions, qui générait, elle, de la relation client complémentaire. Donc, on s'est doté effectivement de moyens, comme Nathalie, on s'est doté de moyens pour y répondre. Donc là aussi, du chat. On a commencé aussi à mettre en place des nouveaux projets, mais qui ne pouvaient pas arriver en 2 mois. Par contre, ça a débloqué le fait de les lancer, ce qui était un point très positif. Merci Arnaud. Justement, vous parliez d'outils, d'ajouter des gens aussi. D'un point de vue culture client, on voit qu'il y a eu une nette amélioration, une nette progression à la fois du côté des professionnels, mais aussi des budgets. De ton côté, Nathalie, est-ce que la crise du Covid a impacté la roadmap que tu avais mis en place? Est-ce qu'elle l'a accélérée? Est-ce qu'elle l'a freinée? Comment ta roadmap a été impactée du côté de DPD? Alors moi, j'ai eu de la chance. Enfin, d'abord, j'ai de la chance. On est dans une entreprise où on a, il y a quelques temps déjà, quelques années qu'on a placé le client au cœur des préoccupations. Et on nous a dit, encore une fois, réfléchissez à chaque fois que vous prenez une décision, à chaque fois que vous faites chaque acte. En fait, posez-vous la question d'être ce qu'on appelle customer centric. Donc, alors, d'abord, j'ai donc beaucoup de chance que ma direction, tout à l'heure, je voyais une slide passer, mais effectivement, on est aussi porté par la direction. Donc, ça, c'était ma première chance. Et la deuxième, c'est qu'en fait, on avait enclenché justement tout un travail et donc des séminaires autour de la relation client chez DPD France. On avait, en plus, comme je suis au bureau, je vais essayer de vous montrer, mais on avait construit un petit guide opérationnel. On avait commencé des formations et tout ça. Donc, encore une fois, il y a une espèce de momentum, mais juste après ça, il y a eu le Covid, donc on n'a pas pu faire toutes les formations, mais tout le monde avait été sensibilisé à la relation client, tout le monde avait son guide relationnel dans les mains, avec ses petites astuces. Et encore une fois, ce qu'il faut imaginer, c'est que voilà, on est ancré avec plein de gens autour de nous. On n'est pas seul au monde, on est un morceau. Voilà, cette relation client, qu'elle soit avec nos expéditeurs ou avec nos destinataires. Encore une fois, dans un colis, il y a toujours quelque chose d'un peu particulier. Donc, le client, il était déjà depuis quelques temps bien dans nos têtes. Et puis, par contre, ce que ça a vraiment bousculé, c'est que dans cette notion de roadmap, et Arnaud disait, il y a des choses qu'on ne pouvait pas sortir ou qui n'étaient pas dans la roadmap informatique. Et donc là, on a dû le sortir en 15 jours, comme le sans contact, donc pour pouvoir livrer dans des conditions rassurantes. Et puis après, tout le reste, ça a été, il faut aller plus vite. Et puis surtout que les volumes, en fait, nous, on était plutôt une entreprise tournée vers la livraison de B2B. Et puis finalement, ça a explosé en B2C. Donc, surtout la partie service client destinataire, c'est là où on a beaucoup recruté parce qu'effectivement, ça a explosé. Donc, c'est toutes ces briques-là, en fait, qu'on avait initiées vraiment tout au début 2020, qu'on a en fait largement diffusé et encore plus diffusé et avec beaucoup de réussite, puisque en plus l'année dernière, on a été élu service client de l'année. Donc, ça veut bien dire que même dans des moments, alors je pense qu'Arnaud va me trouver le truc un peu, la belle notion qui va avec ça, mais dans des moments très complexes, finalement, on ressort en fait avec des engagements encore plus forts quand ils sont déjà ancrés en fait chez nos collaborateurs. C'est pas qu'elle a progressé, c'est que en fait,
voilà, elle s'est diffusée encore plus facilement parce que finalement, les clients, c'était vraiment essentiel pour nous aussi. Voilà. Merci Nathalie. Et en effet, je pense qu'il y a eu un point important, c'est que avant d'être des acteurs de la digitalisation et de la relation client, on est des consommateurs et justement, on a envie d'offrir la relation qu'on aimerait recevoir. Et donc, justement, ce genre de crise permet aussi d'accélérer les choses ou en tout cas de les faire progresser, faire bouger les lignes. Est-ce que Arnaud, tu voulais peut-être rapidement en parler ou non, je suis totalement en phase avec ce que Nathalie disait. Hein. Nous, pareil, on était déjà focus sur la relation client parce que tu peux pas être un e-commerçant sans avoir ce prisme très, très fort. Maintenant, tout s'est sublimé au travers de ça, quoi. Ce que tu viens de dire est important. Nous étions nous-mêmes dans une situation où on vivait, à titre personnel, un certain nombre de situations qu'on n'avait pas envie que nos clients vivent, quoi. Et d'un seul coup, on n'était plus dans un focus business, on était dans un focus de comment on va pouvoir devenir encore meilleur, et même en termes de relations clients, c'est quand même la thématique d'aujourd'hui, c'était d'un seul coup une relation client augmentée. En fait. On a augmenté notre capacité à pouvoir rendre encore plus vertueuse cette relation client. Et ces moyens, c'était aussi bien technique, et donc la digitalisation, mais aussi humain, quoi. Donc oui, ça s'est sublimé. La culture client en a naturellement en fait bénéficié et a encore progressé. On ne partait pas de zéro, sinon on n'aurait pas eu ces clients. Ok, merci beaucoup Arnaud. Et c'est une transition toute trouvée pour attaquer ce nouveau thème qui est digitaliser la relation client. En fait, ce qu'on constate souvent, et le chiffre qui est sur la slide l'atteste, c'est qu'il y a une différence entre les attentes des clients lorsqu'ils contactent un service client via un canal digital et la réalité opérationnelle, la réalité du terrain du centre de contact. Peut-être Arnaud, en tant que CMO et ex-CDO de plusieurs organisations, est-ce que tu as des conseils à nous partager ce matin sur quelles sont les recettes pour digitaliser sa relation client? Bon, déjà, c'est bien que vous ayez mis ce chiffre-là. Il faut comprendre que, en effet, les comportements aujourd'hui de nos clients ne sont pas les mêmes selon qu'ils sont en train de vous contacter, d'interagir avec vous sur un réseau social, mais pour aller plus loin, sur un réseau social au travers d'un smartphone, sur un desktop. Les comportements ne sont pas les mêmes, les attentes ne sont pas les mêmes, les momentum, en fait, les moments de vie ne sont pas les mêmes. Et donc ça, si on n'est pas capable de le capter et d'adosser une stratégie en regard de cette différenciation de comportement, en fait, on répond pas bien. On n'est pas dans la bonne temporalité de réponse et d'interaction avec nos clients. Partant de ce principe, ça veut dire qu'il faut les comprendre, effectivement, monter une stratégie, oser même repartir de zéro et oser, vous savez, la première chose qu'on a faite quand on s'est retrouvé l'année dernière, on est reparti de zéro, on a dit, bon, allez, avec tout ce qui s'est passé, qu'est-ce que l'on fait aujourd'hui? Comment on discute, on interagit avec nos clients? Et on l'a écrit, on s'est mis des grands formats à zéro au mur avec des grands des grands post-it format à zéro. Et puis, on a redit, écrit ensemble comment en fait, nos clients interagissaient avec nous, entre autres sur les réseaux sociaux, effectivement. Nous étions présents, mais nous n'étions pas dans le summum de l'interaction social média avec nos clients. C'est pas vrai, quoi. Donc, on est reparti de ces fondamentaux. Et ces fondamentaux, en effet, c'est que sur les réseaux sociaux, et c'est bien que vous l'ayez dit, le client, il n'attend pas 48 heures avant d'être appelé, avant d'avoir une réponse, avant d'avoir son message privé. Et surtout, il y vient à des moments où potentiellement, d'ailleurs, votre service de relation client n'est peut-être pas ouvert. Donc, ça veut dire qu'il faut comprendre que votre relation client social média, elle est du lundi matin à minuit au dimanche soir, 23h59. À partir de là, il y a des moments où il faut répondre très vite et il faut avoir des gens qui sont prêts il faut les outiller de façon à ce qu'ils soient prêts à répondre le plus vite possible, mais en fonction aussi de, ne faites pas les 3 bits dans toutes les boîtes du monde. Hein. Puis ça veut dire qu'il faut aussi savoir déborder. Donc, il faut créer des zones de débordement qui sont acceptées sur les réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, sur un réseau social, quand vous allez sur Facebook et que vous avez affaire à une entreprise, c'est pas déconnant,
d'avoir un chatbot qui s'affiche à 23h59 un dimanche soir. C'est pas grave, vous ne dites pas waouh, c'est pas bien qu'on me réponde pas tout de suite. Donc il faut comprendre ces comportements-là et oser en fait réécrire votre stratégie de façon à dire sur quel réseau social, qu'est-ce que l'on attend, pourquoi on vient sur celui-ci et pas sur un autre, est-ce qu'on est dans une temporalité très rapide comme sur Twitter où là en fait le flux est vraiment très constant, très rapide, ou sur Facebook où on est un peu plus cocooning et on va être un peu plus personnalisé, ou sur LinkedIn où c'est très professionnel et on va être sur l'institutionnel parce qu'on vient nous poser d'autres types de questions, etc., etc. Donc le rapport au client doit se faire en fonction des réseaux sur lesquels vous vous situez, en fonction des horaires auxquels vous êtes présent, avec des zones de débordement qui peuvent être technologiques et qui peuvent en fait augmenter votre capacité à apporter du contentement au bon moment, à la bonne personne, avec le bon message. Donc voilà, mettez en place une stratégie qui est en fonction de votre domaine d'activité, vos clients, qui ils sont, où est-ce qu'ils vous contactent, qu'est-ce qu'ils attendent de vous, et osez la repenser totalement, surtout depuis tout ce qui s'est passé. Merci beaucoup Arnaud. Donc, de ce qu'on comprend en fait, c'est voilà, le client au centre, les collaborateurs aussi, et comment on fait en sorte que le dialogue se passe, et quels outils on met en place pour aider les collaborateurs à bien répondre aux clients, ou aider les clients à trouver leurs réponses dans le cas où le service client est fermé. Oui. Merci. Nathalie, est-ce que tu as des remarques sur ce point? Est-ce que tu as des recettes payantes ou des petits tips que tu as mis en place qui ont fonctionné? Non, moi, encore une fois, c'est pas la peine de mettre un truc parce que tout le monde le fait, ou c'est pas la peine d'ouvrir un canal parce que tout le monde le fait. Écoutez vos clients, de quoi ils ont, exactement ce que vient de dire Arnaud. Ça sert à rien, voilà, de te pousser. Je lisais, je crois, dans les questions, est-ce que vous avez WhatsApp? J'adorerais avoir WhatsApp, mais en fait, voilà, soyons déjà efficaces sur les canaux que nous avons ouverts avant d'en ouvrir un nouveau d'abord. Parce qu'il n'y en a pas un qui va mieux répondre, il y a encore une fois un qui va répondre à un certain nombre d'usages. Et puis, écoutez vos clients. On parlait des réseaux sociaux, nous sur Twitter et Facebook, on répond en 6 minutes. Donc, c'est génial, au moment où on est là, bien sûr. Mais ça ne veut pas dire qu'on répond bien. Je pense qu'il y a aussi des attentes au niveau du ton, exactement de ce que vient de dire Arnaud. Donc, ce n'est pas juste ouvrir un canal, ce n'est pas juste être performant sur ce canal, c'est être juste sur ce canal. Et c'est ça qui est un peu plus compliqué et qui prend du temps. Voilà. C'est très clair. Merci beaucoup, Nathalie. On a une remarque de Isabelle qui dit « Il faut aussi tenir sa promesse de délai de réponse, donc bien communiquer ce sur quoi l'on s'engage effectivement sans surpromettre. » Et donc, du coup, l'importance de remettre le client et ses usages au centre, et de lui apporter la bonne réponse au bon moment sur le bon canal. Ce que vous disiez tous les deux. Oui, tout à fait. La promesse est importante, effectivement. Il faut valider un certain nombre de choses avant de promettre. Et c'est pour ça que, encore une fois, c'est une stratégie. On n'improvise pas, en fait, ces choses. Il y a encore beaucoup d'entreprises qui avancent brique par brique, et des fois sans reposer la stratégie globale, y compris les promesses, justement, que l'on est capable d'afficher et qu'ensuite il faut tenir. Tout à fait. Tout à fait. Merci beaucoup pour cette remarque. Du coup, on vous interroge là sur, c'est peut-être un peu plus existentiel ou stratosphérique. Selon vous, en quelques mots, si vous deviez, en quelques mots, on a encore un petit peu de temps, donc vous pouvez y aller. Si vous deviez partager votre vision de la relation client dans les prochaines années, qu'est-ce qu'elle va devenir? Comment ça va se faire? Qu'est-ce que vous imaginez ce serait? Je ne sais pas si Nathalie ou Arnaud préfèrent commencer. Vas-y. Vraiment comme tu veux. Moi, tu sais, il ne faut pas me lancer là-dessus. Après, le problème, c'est que je peux passer la dernière demi-heure dessus. Alors, je vais faire court. Moi, je ne vois pas ma destination, en fait, dans la slide. Ah, non. Encore une fois, je pense que c'est tout ce qu'on vient de se dire.
faisons les choses pas à pas, écoutons nos clients, écoutons les usages, regardons ce qui se fait effectivement à côté parce que finalement, on est le client de toutes les marques. Et donc, c'est pas parce que un opérateur télécom fait ça qu'une banque fait ça. En fait, il faut regarder. On est le client de toutes ces marques. Et donc, quand on a ça de son opérateur ou de sa banque, en fait, on l'attend de son transporteur. Donc, il ne faut pas regarder ce que l'autre transporteur fait ou pas. Il faut regarder ce que toutes les autres marques font. Donc, ça, je pense que c'est important. Et encore une fois, écouter son client, pas faire quelque chose, voilà, juste parce que c'est à la mode. Et tenir ses promesses. Donc, ouais, je trouve que c'est dans la droite ligne de ce qu'on vient de se dire. Et je reviens un peu à ce qu'on se disait au tout début, c'est effectivement cette notion de digitalisation et l'humain doit rester au cœur. Donc, probablement de la vidéo. Je ne sais pas comment on va faire, mais finalement, ce que ça aura poussé, c'est peut-être ce canal vidéo dans la relation client. Encore une fois, je ne sais pas parce qu'on est en France, parce qu'il y a des lois, parce que je ne sais pas. Mais a priori, ça marche plutôt bien. A priori, et ça donne un effet waouh, mais parce que c'est nouveau et que, encore une fois, peut-être que surtout que les promesses sont tenues sur ce nouveau canal. Je trouve que ça correspond en fait à cette notion de digital et de physique et encore une fois, la vidéo viendra peut-être au moment d'un moment de vie un peu compliqué, voilà, et pas sur tous les motifs. Mais je laisse la vision d'avenir à Arnaud. Il sait trop bien faire en plus. On sait tous le faire. Non, c'est juste qu'effectivement, on va le dire, hein, c'est un kiff personnel à chaque fois. Je pense que je suis indidable juste parce que je passe ma vie à essayer de réfléchir à qu'est-ce que sera le monde de demain. C'est mon kiff. Mais non, moi, ce dont je suis persuadé, c'est que ça va encore évoluer. Pourquoi? Parce que de toute façon, les usages évoluent. Mais c'est ce que tu dis, Nathalie. En fait, on est d'accord. Il faut regarder, tu dis, il faut regarder les usages et la façon en fait, dont les gens évoluent. Et les gens, ils évoluent tout le temps avec le digital. Typiquement, la voix, en fait, la voice, c'est un sujet technologique sur lequel il y a encore énormément de part à prendre dans les années à venir. Et on a été dans un monde qui est devenu web, qui est aujourd'hui smart et qui est mobile first, dans une dimension qui est mobile first dans le digital aujourd'hui, et ce depuis février 2016. Aujourd'hui, on est à l'avènement avec la 5G, c'est l'avènement de l'IoT, c'est aussi l'avènement des objets intelligents, et c'est l'avènement de la réalité virtuelle et de la voice. Donc, les années à venir, c'est de plus en plus de réalité virtuelle, c'est de plus en plus de voix, et c'est de plus en plus de nouvelles interactions de type haptique, c'est-à-dire sensitive, digite au sens doigt, quoi. Pas au sens binaire 0 et 1. Et donc, ça, c'est ce qui nous attend dans les années à venir. Et naturellement, à l'intérieur de ça, il y a un stream relation client qui est en fait comment la relation client va devoir avancer au travers de ses usages pour être bien disante et pour permettre d'avoir une relation qui s'adosse en fait à ces nouveaux comportements de l'humain connecté de demain. Et donc, ça veut dire se positionner sur la voix. Typiquement, nous, en ce moment, on est en train de travailler sur deux voice bots, sur Google et sur Alexa. Je le dis pas parce qu'elle est derrière moi. Dès que je parle d'elle, elle me répond. Et donc, ça, se positionner sur la voix, c'est extrêmement important. Et il va falloir aller regarder un peu cette courbe de Gartner, regarder comment elle évolue, comment, en fait, les streams technologiques arrivent pour pouvoir non pas aller vers de plus en plus de digital pour aller vers de plus en plus de digital, parce que ça ne veut rien dire, et là je suis dans le sens de Nathalie, aller sur tel ou tel réseau parce que les autres le font, ça ne sert à rien, et se positionner sur une technologie parce que c'est fun, ça ne sert à rien, surtout dans la relation client. Et il va quand même falloir accepter que cette relation client va évoluer au travers de ces filtres technologiques dont la voix est prégnante, quoi. Elle est clairement en train d'arriver, de s'institutionnaliser dans la relation client. La voix, c'est la voix du client. C'est l'interaction par la voix encore différente de demain. Donc ça, vraiment, pour moi, c'est le strip technologique sur lequel on doit se positionner en relation client demain, c'est la voix. Et puis la vidéo, en effet, parce qu'on voit bien que plus ça va et plus la vidéo est là dans nos vies. On se filme, on échange de la vidéo. C'est plus de 80% de la bande passante informative des marques vers les clients, de consommation en fait d'informations des clients. Donc la vidéo et la voix, à l'interjonction de ces deux choses-là,
il y a des nouveaux moyens de communiquer avec les clients demain, j'en suis sûr. Un grand merci, Arnaud. En effet, je pense que la relation client s'adapte aux usages des consommateurs. Et comme tu l'as dit, voilà, la voix, la vidéo, la réalité virtuelle seront probablement dans le futur et dès aujourd'hui, même pour certaines, hein, comme tu l'as dit, avec les assistants virtuels qui prennent de plus en plus de place dans nos quotidiens. Et finalement, la relation client ne fait que répondre à ces nouveaux usages des consommateurs. On n'est pas forcément drivé, on est forcément drivé par le client. Et donc, un grand merci d'avoir appuyé ça. On va à peu près terminer cette petite table ronde. On va terminer par une séance de questions-réponses. Peut-être, je crois qu'il y a eu pas mal de questions qui sont arrivées dans le chat. Alors, une question notamment d'Ahmed Adjar. Le digital n'étant plus un luxe dans une stratégie de relation client globale, est-ce que vous pensez que les entreprises vont investir davantage dans des dispositifs digitaux d'optimisation de la relation client? Belle question. Je ne suis pas sûre que pour moi, le digital, c'est plus un sujet. En fait, je pense que c'est un peu comme si on disait, est-ce que la relation client, si ce n'est pas un sujet pour vous, c'est qu'il y a un souci. Si vous n'avez ni le digital ni la relation client dans votre entreprise, voilà, même quand on vend du bois, c'est important. Donc, je ne sais pas. Non. Je pense que tout le monde est convaincu aujourd'hui. On parle beaucoup de clients, on parle des deux. Et donc, si on n'y est pas, je ne sais pas, s'il faut encore convaincre des directions, envoyez-les nous. C'est ce que je fais tout le temps, Nathalie. Tout à fait, envoyez-les nous. Oui, mais donc pour moi, la réponse à la question, c'est oui. Mais on le voit, même dans un groupe comme le groupe Total. Parce que toutes les entreprises ne sont pas au même niveau, d'abord, de cette digitalisation. Après, il faut faire attention, le mot digitalisation, d'ailleurs, vous savez que depuis le mois de janvier dernier, normalement, on ne peut plus utiliser le mot digital comme avant. Ça nous vient de nos amis de l'État. Et on parle de numérique et de numérisation. Donc, il y a une différence entre la digitalisation, encore une fois, digit, smartphone, etc., et puis la numérisation des outils, qui, pour moi, c'est les antédiluviens du système d'information qui ont déjà fait cette numérisation, quoi. Et donc, oui, je pense qu'on va quand même continuer à augmenter les budgets parce que, en fait, ce serait comme sinon ne pas avoir de système d'informatique, par exemple. Donc, en phase avec Nathalie. Mais il y a quand même des entreprises qui sont un peu des paquebots, quoi, qui ont un peu du mal à avancer. Et donc, c'est plus long. Et donc, ça continue. Et donc, pour ça, il faut continuer à augmenter les budgets. Et donc, je suis persuadé que ça va continuer de se faire. Mais il y a des entreprises qui n'ont pas besoin d'augmenter les budgets, puisque quand tu es un pure player du digital, typiquement, augmenter ton budget digital, ça veut dire augmenter ton budget tout court. Hein. Moi, si vous me dites demain que vous augmentez le budget digital de Fuel Market, je suis très heureux d'abord. Et puis surtout, ça veut dire que le budget a augmenté tout court, puisque nous sommes un pure player digital. Merci Nathalie, merci Arnaud. On peut peut-être prendre une dernière question qui est en termes de réassurance dans le cadre de la crise Covid. Quelles ont été pour vous les recettes payantes? Les gens. Les gens. Les gens. Je ne sais pas. Il n'y a pas de... pour moi, c'est faire attention aux autres et faire attention aux collaborateurs, faire attention aux clients. Je sais qu'il y a eu des moments, encore une fois, on construit toujours des feuilles de route et on se dit voilà tout ce qu'on va faire. Et puis, il y a eu la Covid. Voilà, donc ce qui a été compliqué aussi à gérer, c'est encore une fois, tous nos collaborateurs et même toute la partie middle management où en fait on leur a demandé d'assurer un espèce de quotidien qui était devenu quand même hyper complexe et de travailler vraiment à vue. En fait, encore une fois, même si on avait des calendriers, on ne savait jamais trop comment ça allait se passer, comment tout allait ouvrir, pas ouvrir. Et avec des environnements, encore une fois, personnels qui sont parfois malheureusement bousculés.
Donc, les recettes payantes, moi, ça a été être dans l'écoute, encore une fois, beaucoup, et de nos collaborateurs, dans l'accompagnement, dans des démarches de coaching aussi, et de libérer la parole, parfois pour redonner aussi de l'énergie et pour comprendre effectivement que c'est une situation d'abord qui va durer, puisqu'on avait bien compris que tant qu'on n'avait pas les vaccins, ça allait être complexe à gérer, et qu'il y avait effectivement aussi des difficultés humaines. Donc, oui. Je sais pas si c'est. En tout cas, moi, voilà, les hommes et les femmes. Merci. Pour le coup, nous, quand même, on a eu quelques. Je ne sais pas si on peut parler de recettes payantes, mais en tout cas, on a eu des communications, des formes de communication qui ont été vertueuses et bien vues par nos clients. Post Facebook, justement, expliquant. Parce que ça reste, nous, quand on vous livre, ça dure un petit moment. On a quelqu'un qui arrive avec un camion qui vient nous faire payer sur une borne, et ensuite, vous avez des contacts. Donc, naturellement, on avait la peur il y a un an, la même que tout le monde, la même sans doute que chez Nathalie. Donc, ça générait des peurs. Et donc, on a eu quand même des éléments de réassurance sur le site, des mailings qui ont été envoyés, des posts sur les réseaux sociaux pour expliquer que justement, nos livreurs étaient équipés pour le faire de façon vertueuse et on va dire tranquilliser vraiment nos clients. Et ça a été bien vu. Donc, vraiment, communication sur le site, communication mailing sur ces sujets, posts sur les réseaux sociaux. On a pas mal arrosé, mais ça a été plutôt bien vu. Parce que le but, c'était vraiment de dire calm down, tout va bien. Vous ne serez pas livré par quelqu'un qui n'aura pas son masque, qui ne respectera pas les gestes barrières, votre paiement sera sécurisé et ne vous mettra pas en danger. Bref, voilà, c'est classique, hein, mais pour le coup, c'était important de le faire. On l'a fait, ça a été plutôt bien perçu. Donc, rassurer ses clients d'un côté, rassurer ses équipes de l'autre, en fait. Donc, les gens. Les deux, effectivement. Oui. Mais encore une fois, le digital au service, quand même, de ça. Tu ne peux pas parler quand tu as 100 000 clients, tu ne prends pas 100 000 coups de téléphone, tu n'appelles pas 100 000 personnes. Et donc, le digital est au service de cette relation-là aussi. Mais après, c'est bien beau d'envoyer un mail qui est bien foutu et qui explique ça, mais il faut qu'il soit ouvert, il faut qu'il soit cliqué. Donc, c'est encore une fois, après, c'est du digital, c'est du marketing, c'est de la com, même la communication sur le Covid l'année dernière, c'était des outils digitaux, et c'était d'ailleurs, si c'était drivé dans mon équipe, c'est parce que c'est une équipe de marketing communication qui drivait cette communication, y compris sur la distanciation, le fait de faire tout ça de façon vertueuse, c'est de la com, quoi. Et donc, les outils digitaux au service de la discussion humaine, voilà, c'est beau, c'est la beauté de la chose, c'est magnifique. Super. Et ben, c'est une super belle conclusion en plus. Et donc, j'en profite pour vous remercier tous les deux. Merci beaucoup, Nathalie. Merci beaucoup, Arnaud, de vous être joints à nous ce matin. Merci beaucoup. Merci à vous. Peut-être à peu près une minute pour vous dire que la journée digitale de la relation client continue, qu'on vous invite tous à rejoindre la conférence suivante qui se nomme Relations clients et productivité, comment trouver l'équilibre, qui sera animée par nos copains de chez Talk, Calldesk, Easyware, et ils reçoivent la directrice marketing et relations clients de Oxybul. Donc, restez connectés. Il y a encore tout un tas de belles choses à apprendre et plein de contenus hyper riches à voir aujourd'hui. Et merci beaucoup à vous deux et merci beaucoup à nos auditeurs ce matin. Au revoir. Bonne journée. Merci bien. Bonne journée digitale. Ciao, ciao. Merci.